Alors, bonjour à tous. Mon nom est capitaine Martin Laferrière-Simard, travailleur social pour la formation Europe. Vous êtes en train d'écouter la séance sur l'adaptation culturelle où on va parler de votre nouvelle mutation en Europe et à quoi s'attendre en termes de choc culturel. Donc, premièrement, je veux qu'on soit clair de tout de suite en partant. Je parle de choc culturel parce que c'est de ça dont c'est ça qui est spécifique à la transition à l'Europe, mais il y a beaucoup d'autres facteurs psychosociaux qui s'ajoutent au choc culturel. Alors, durant la présentation, on va pouvoir aussi aborder ces autres adaptations, ces autres ajustements à l'Europe. Alors, le choc culturel, c'est un terme qui est commun, qui est utilisé pour décrire un sentiment d'anxiété et de désorientation qu'une personne peut vivre lorsqu'elle passe d'une culture à l'autre. La majorité des gens qui sont mutés du Canada à l'Europe vont vivre un choc culturel. Donc, c'est utile de reconnaître et de comprendre que c'est une période inconfortable qui va passer éventuellement et qui existe durant cette période-là des façons de faire pour nous aider, pour faciliter la période la plus difficile. Euh, Vous allez voir que le choc culturel, c'est un cycle. Euh, c'est un cycle d'adaptation euh, qui va passer d'un état vraiment intéressant où on est comme un touriste jusqu'à un état où finalement on a réussi à remettre nos deux pieds sur les rails et puis être plus confortable. Et on passe à travers d'autres périodes beaucoup plus difficiles pendant la transition. Il y a cinq étapes d'un choc culturel, du cycle du choc culturel. Si vous regardez sur le web, vous allez voir partout, c'est les mêmes stades de changement. Alors, le premier stade, comme je disais il y a quelques instants, c'est le stade d'incubation. C'est là où on va se sentir vraiment content. Bon, à part le fait que vous allez être encore en train de régler vos, euh, vos problèmes administratifs ou vos défis administratifs là, liés à la transition, là, la logistique, puis les aspects financiers du déménagement en Europe. Le reste va être vraiment intéressant. Vous avez un sentiment d'euphorie, on appelle ce stade-là la lune de miel. Un peu comme un touriste, finalement. Version prolongée, un peu. Dans le deuxième stade, et c'est là que ça devient un peu plus difficile. Après quelques semaines, disons peut-être 2 mois maximum, c'est là qu'on commence à se rendre compte que, OK, c'est pas si évident que ça s'adapter, c'est plus difficile que je pensais, puis c'est là qu'on peut rencontrer des moments difficiles, puis une crise, là, c'est vécu un peu comme une crise, cette étape-là, qui peut même être vécue là, au quotidien. Là. On peut ressentir des sentiments de mécontentement, d'impatience, de colère, de tristesse, des sentiments d'incompétence, euh, de stress, des fois stress conjugal, tension familiale, puis même des conflits. Puis évidemment, ça va survenir, ça va être plus intense si la personne s'adapte à une culture très, très, très différente que la culture d'origine. La transition est un processus difficile qui prend du temps, puis il peut y avoir un fort sentiment d'insatisfaction durant cette période-là. Comme je le disais, c'est une étape qui est caractérisée par une crise. Euh, Ça commence souvent par une attitude hostile, puis un peu agressive envers le pays hôte. C'est souvent plus difficile pour les personnes à charge que pour le membre militaire, parce que les activités quotidiennes du membre vont parfois ne pas différer trop de ce que le membre faisait au Canada, mais par contre, les personnes à charge, elles, vont avoir à manœuvrer dans un environnement complètement différent de celui de celui d'origine. Donc, il ne faut pas non plus négliger le fait que de s'habituer à fonctionner dans un environnement de l'OTAN pour le personnel militaire, c'est pas évident de travailler avec différentes nations, etc. Mais c'est quand même, ça reste un environnement militaire. Euh,
3 sentiments principaux dans cette phrase-là. L'anxiété qui va résulter de la perte des signes et des symboles familiers dans toutes les interactions sociales. Quand est-ce qu'on serre la main, qu'est-ce qu'on dit quand on rencontre des gens, quand puis comment on donne des conseils, quand est-ce qu'on accepte qu'on refuse une invitation, quand est-ce qu'on prend une déclaration au sérieux ou non. Tout ça, c'est au départ, c'est toutes des petites choses. C'est pas une anxiété intense dont je vous parle, mais c'est une anxiété légère, sauf qu'elle est constamment là, parce qu'on est constamment en adaptation au début. Et puis ça peut mener à des frustrations. Puis lorsqu'on entre dans, dans une culture différente, euh, presque tous les signaux familiers sont supprimés. Un peu comme si on était un poisson en dehors de son aquarium. Euh, ça devient frustrant, puis la réaction de beaucoup de personnes, ça va être d'avoir une tendance à rejeter l'environnement qui est inconfortable. Fait que on va rejeter la nation haute ou plusieurs éléments de la nation haute. Puis malheureusement, si ça va plus loin, si on a encore si la période, notre deuxième stade est vraiment difficile, ça va mener à une régression. Puis là, ben, c'est là que le Canada va prendre soudainement une importance énorme, puis tout devient irrationnellement glorifié au Canada. C'est donc fantastique notre pays, puis on a tendance à oublier à ce moment-là juste les belles choses du Canada, puis toutes les difficultés et les défis qu'on a eus au Canada, ben on les oublie. Fait qu'on on oppose le tout à fait horrible, qui est la nation haute, au tout à fait fantastique, qui est le Canada. Donc ça, c'est dans le deuxième stade. Dans le troisième stade, ben, c'est là qu'on commence tranquillement à avoir une certaine compréhension de la nouvelle culture. On va vivre dans les deux cultures un peu plus facilement parce que la nouvelle culture devient un peu plus familière. Puis les gens vont apprendre un peu plus la langue, puis sont un petit peu plus aptes à participer activement dans la communauté. Puis l'individu va être plus familier avec l'environnement, puis il va vouloir un petit peu appartenir à certains éléments de cet environnement-là, de cette nouvelle culture-là. Les personnes sont moins perdues, puis commencent à avoir une idée de où ils s'en vont, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, puis comment fonctionner, etc. Les gens qui sont un peu plus intégrés dans ce stade-là vont pouvoir commencer à avoir d'autres personnes qui ont, elles, plus de difficultés à s'intégrer à la nouvelle culture, puis ils vont peut-être être capables de faire commencer à faire un peu de monitoring pour ceux qui sont pas rendus là où eux sont rendus. Puis le quatrième stade, ben, c'est carrément là où on réalise que la nouvelle culture elle a du bon puis du moins bon à offrir. Puis on est capable de faire la part des choses sans avoir des émotions négatives vraiment fortes par rapport à ça. Cette intégration-là est accompagnée par vraiment un plus grand sentiment d'appartenance. Puis les personnes, c'est là que au quatrième stade, euh, elles vont même se définir de façon différente que par le passé. Elles vont se définir aussi par cette nouvelle culture-là qui prend de plus en plus de place dans leur vie, qu'elles apprécient de plus en plus, et au point où, ben, ça arrivera à peut-être plusieurs d'entre vous, vous ne voudrez plus partir. Vous allez vous dire que c'est donc fantastique, puis maintenant que je comprends les aspects négatifs, je suis capable de les contourner, puis je suis adapté à ces aspects-là, ben, vous ne voudrez plus partir, vous allez vouloir continuer votre expérience européenne. Là, évidemment, il y a plusieurs défis que vous allez rencontrer, vous comme famille, vous comme individu, vous comme couple, qui sont propres à vous, puis qui sont propres à l'endroit où vous allez être affecté. Alors, comme au départ, on a tellement de choses à faire pour s'adapter, souvent, au tout début, on ne se rend même pas compte qu'on est sous un stress constant, même si c'est un stress ténu, on s'en rend pas compte. Et des fois, on se dit, ben voyons, pourquoi je dors moins bien, pourquoi j'ai plus de difficultés, etc., je suis plus irritable. Ben, des fois, ça vaut la peine de prendre quelques temps, puis de réfléchir, puis de se dire, OK, c'est quoi, moi, les stress que je vis au quotidien? C'est quoi les stress que ma famille rencontre présentement? C'est quoi les stress que mon couple rencontre présentement? Faites-en une liste. Des fois, on ne soupçonne pas jusqu'à quel point on a de multiples choses
à considérer quand on est en adaptation dans une nouvelle culture. Il y a plein de défis que les familles, que les individus du Canada vont rencontrer en Europe. Une des premières choses, c'est que, ben, malheureusement, même si ça avait l'air beau quand on a fait notre screening au Canada, malheureusement, ben, c'est vraiment pas des vacances parce qu'il y en a qui vont avoir des postes hyper occupés, d'autres qui vont avoir des postes comme correctement occupés, mais d'autres qui vont être vraiment dans le jus dans leur poste de l'OTAN ou dans leur poste canadien. Fait qu'ils vont se rendre compte que, ouf, j'ai hâte aux vacances déjà, ça va vite. Les affaires que dont vous allez vous rendre compte tout de suite, le magasinage, les heures d'ouverture, les services de télécommunication, on va souvent dire que ça prend du temps, que c'est pas ouvert aux bonnes heures, que les choses qui sont pas placées de la bonne façon, que c'est pas facilement disponible. Donc, évidemment, c'est pas comme chez nous. C'est des petits stresseurs qui, mis un après l'autre, peuvent faire une petite différence sur votre état. Le climat, il faisait beau l'été. En Europe, il fait presque beau partout en été. L'automne s'en vient. Oups, le début de l'hiver arrive. Il fait dans plusieurs endroits en Europe. Évidemment, je ne parle pas du sud, mais tout ce qui est de médian jusqu'au nord, il fait gris. C'est humide. Il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil. Ça peut être un peu plus difficile de s'adapter. Alors, de penser à oui, c'est vrai, ça aussi, ça peut m'affecter. Dans certains endroits où les Canadiens sont concentrés, il y a des petits crimes, il y a, il y a, on parle pas, j'ai jamais entendu parler de très très gros crimes. Il peut en avoir partout, ça, des crimes vraiment plus majeurs, mais on parle de petits crimes reliés à du braconnage, un peu de corruption, des gens qui négocient de façon pas honnête, lorsque vous êtes un petit peu dans le pétrin, des choses comme ça. Et ça, il y en a, et des fois, ça peut nous confronter comme Canadiens dans nos valeurs, parce qu'on n'est pas très exposé à ça dans la majorité des endroits au Canada. La différence d'heure est très significative avec le Canada. 6 heures, 7 heures, 8 heures ou 5 heures, c'est suffisamment important comme différence horaire pour avoir de la difficulté à rejoindre notre communauté naturelle, notre communauté sociale au Canada. Donc, ça peut augmenter, malheureusement, le décalage horaire peut augmenter indirectement l'isolement, le sentiment d'isolement lorsqu'on est en Europe. Donc, oui, c'est beau les textos, mais des fois, on a besoin de plus. Puis, de trouver une heure commune avec les amis, la famille, pas toujours facile. Euh, dans certains endroits en Europe, vous le savez déjà, vous avez commencé à vous installer. Les services médicaux puis les services psychosociaux puis de santé mentale sont limités. Nous, notre capacité ici en Allemagne de vous aider dans vos difficultés, elle est là. On en a une capacité, elle est restreinte malheureusement. On se repose beaucoup sur la communauté locale pour vous aider. Donc ça, c'est sûr que quand ça commence à être un petit peu plus compliqué côté médical, côté psychosocial, santé mentale, ben là, c'est pas comme si on était à la maison. Et puis, il y a plus d'étapes avant de réussir à obtenir les services qu'on voulait. Côté financier, bon, dans certains endroits, le coût de la vie est élevé, dans certains autres, le coût de la vie est moins élevé, mais pour certains, ça peut être un enjeu dans certains endroits. Autre chose qui est difficile aussi, c'est que, puis ça c'est un des plus gros, je vous dirais, c'est les aspects sur l'aspect financier, c'est de perdre un salaire. Donc, souvent ce qu'on voit en Europe, les conjoints arrivent ici, les deux travaillaient au Canada et ici, il y a seulement le membre militaire qui peut travailler, le dépendant, entre guillemets, lui ne peut pas pour le moment travailler ou ne pourra pas définitivement travailler. Certains vont pouvoir le faire après un certain temps. Certains rares vont avoir un travail des fois moins rémunéré que ceux qu'ils faisaient au Canada. Donc, ça amène des impacts financiers. Sur du moyen terme, là, ça paraît. Au début, on ne s'en rend pas compte, ça va bien, on a des compensations suffisantes au niveau financier, mais à la longue, ça peut paraître. Tantôt, j'en ai parlé, évidemment, travailler au sein de l'OTAN, l'éthique de travail est différente, la maîtrise du français et de l'anglais n'est pas la même pour toutes les nations, donc ça arrive que vous vous retrouviez parce que vous maîtrisez mieux ces deux langues-là, vous vous retrouviez à
travailler des fois un petit peu plus fort que vos collègues parce que vous devez faire des présentations supplémentaires, des choses comme ça. Vous êtes un de un, vous représentez le Canada. Si ça va moins bien pour vous, prenez des journées de congé, etc., ben, des fois, le reste du groupe ne peut pas fonctionner parce que vous êtes seul dans votre fonction à pouvoir faire fonctionner cette machine-là de cette façon-là. Donc, des fois, il y a un sentiment de pression, il y a un peu de pression, vous ressentez un peu de pression par rapport à ça. Oui, ça arrive, ça peut être commun à beaucoup de travailleurs en Europe. Puis comme je le disais, les opportunités de travail sont assez limitées dans beaucoup des régions en Europe. L'adaptation quand on est un travailleur, un conjoint de militaire, conjointe de militaire qui travaille, puis s'adapter à un nouvel environnement, nouvelle culture. Les enfants sont, si vous avez des enfants, sont dans une nouvelle école. Le conjoint est parti ou la conjointe militaire travaille au quotidien et on se retrouve à la maison. On n'est pas habitué de ne pas travailler. Les questions qui viennent en tête de plusieurs, c'est c'est quoi ma fonction maintenant en Europe? Comment je vais faire pour amener une valeur financière, contribuer financièrement, mais aussi me définir professionnellement, moi qui est un professionnel ou moi qui est un travailleur à temps plein au Canada. Comment je fais pour me définir maintenant au quotidien en Europe? Assez gros défi qui peut être vécu de façon assez difficile pour plusieurs. Au début, on trouve ça le fun de se reposer, puis après ça, on se demande, OK, oups, comment je fais pour m'ajuster vraiment là, à cette nouvelle situation-là de personnes qui ne travaillent pas au quotidien. Alors, si vous vous sentez dans cette situation-là, vous n'êtes pas seul, c'est fréquent, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, donc, et que c'est évident de passer au travers. Donc, on va en parler plus tard et je vais vous montrer les ressources qui sont disponibles pour vous. D'autres défis, donc, les enfants vont s'adapter. Les enfants sont des êtres sociaux, des bêtes sociales. À partir de 8-9 ans, l'environnement social compte énormément et puis ils vont devoir s'ajuster beaucoup parce qu'ils vont changer d'école, comme ils l'auraient fait au Canada si vous aviez été muté dans un autre coin du Canada, mais encore plus parce que là, ils vont être dans un environnement multinational où les repères ne sont pas du tout les mêmes. Donc, le conseil de ne pas négliger les défis que les enfants vont rencontrer. Ce ne sera pas un défi normal d'une nouvelle école canadienne, ça va être un petit peu plus élevé que ça. Donc, je vais vous donner des conseils tantôt pour les enfants. Il n'y a pas beaucoup de services spécialisés, ceux qui sont dans les écoles, dans des sections canadiennes d'écoles internationales en Europe, les services disponibles, les services, les à côté, les paras scolaires, il n'y en a presque pas. On est très limité. Par contre, si vous voyez que vos enfants ont beaucoup de difficultés, n'hésitez pas à aller voir et à demander de l'aide parce qu'on peut générer certains services. Mais c'est pas comme si on était au Canada, les services ne seront pas les mêmes. Donc ça aussi, ça peut être une pression supplémentaire là, sur les enfants, les parents, la famille. Relation de couple, pourquoi je le marque là? Je le marque là parce que malheureusement, quand on est un peu plus isolé de nos réseaux sociaux, ben, on a moins de soupapes d'évacuation pour des problèmes, des petites frictions dans le couple. Puis la seule personne avec qui on peut parler de nos problèmes de couple, des fois en Europe, c'est notre conjoint lui-même ou notre conjointe elle-même. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nécessairement, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être pas votre cas, tant mieux si ce ne l'est pas, mais il y en a beaucoup qui vont sentir que ben, je ne veux pas vraiment ouvrir mes problèmes de couple au reste de la communauté qui parle anglais, parce que la communauté qui parle anglais ou qui parle français autour de moi est tellement limitée que tout va se savoir, puis tout le monde va parler de notre vie, puis ça va être public. Puis les gens ne veulent pas ça souvent. Donc, il y a comme un sentiment d'isolement là, par rapport aux problèmes de couple ou aux défis de couple que vous pouvez rencontrer en Europe. Donc oui, effectivement, ça nécessite un ajustement là, supplémentaire pour le couple en Europe. Ce qui me mène à, puis pour plusieurs d'entre vous connaissez ce continuum-là. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est le continuum de la santé mentale que les Forces armées canadiennes ont mis en place comme un outil de monitoring pour aider à comprendre
nos comportements, à comprendre nos symptômes potentiels de difficultés de santé mentale. L'idée générale de ce continuum-là, c'est que on ne peut pas tout le temps être en super santé puis bien fonctionner. Des fois, on a des difficultés, on a de l'adaptation, on est en période d'adaptation, puis on peut être en réaction. Puis si malheureusement il est arrivé un événement beaucoup très difficile ou qu'on n'est pas capable de sortir de notre période d'adaptation en étant en bonne condition mentale, ben on glisse vers la droite, puis on a marqué ici blessé, on peut même être malade, avoir une maladie mentale si ça se perpétue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on va de la gauche vers la droite, ce n'est pas irréversible. On peut toujours revenir vers la gauche et il faut voir notre santé mentale comme la santé physique, comme un continuum allant de en santé à malade et de malade vers en santé. Notre attente, nous, les services psychosociaux et de santé mentale en Europe, c'est que dans les premiers mois de votre transition en Europe, vous soyez dans la colonne en réaction. Donc, c'est normal de se sentir irritable, impatient. Ça pourrait être normal d'être un peu plus nerveux, d'être un peu plus triste de temps en temps, parce qu'on s'ennuie de la maison puis qu'on ne retrouve pas ce dont on a besoin au début en Europe, de prendre plus de temps, de ne pas savoir quelle décision prendre, d'être hésitant un petit peu plus, d'avoir des tendances à l'oubli, d'avoir un peu plus de difficulté avec le sommeil, avoir des pensées qui nous reviennent de situations précédentes, même faire des cauchemars. Se trouver un peu plus tendu physiquement, avoir des petits maux de tête, des maux de cou, un peu plus mal dans le dos, avoir moins d'énergie, faire moins d'activités, être moins sociable qu'à l'habitude, avoir moins envie d'être sociable aussi, puis constater une petite augmentation dans l'alcool, la consommation d'alcool, et ou d'autres de dépendance, pas dépendance, pardon, mais de jeux de hasard. Et ce n'est pas, je me corrige, ce n'est pas à ce stade-là une dépendance aux jeux de hasard ou à autre chose en ligne ou de l'alcool ou même de la drogue. On ne parle pas de dépendance, on parle d'une augmentation légère. Donc, on s'attend à ce que vous soyez là. Si vous voyez que, par contre, vous glissez vers la droite et puis que votre consommation d'alcool est significative, que vous évitez beaucoup plus d'être en société, que vous avez beaucoup de douleurs physiques, la fatigue est vraiment plus importante qu'avant, vous avez de la misère à vous concentrer, vous avez de la misère à performer au travail, que votre attitude est de façon générale assez négative, vous êtes pas mal triste, vraiment plus que d'habitude, puis que vous êtes anxieux quand même, assez anxieux de façon générale, puis vous le remarquez, puis que vous êtes en colère, vous piquez certaines colères, puis que ça fait pas juste une fois, ça fait quelques fois, mais peut-être que là, vous êtes plus juste en adaptation, peut-être que vous avez dépassé ce stade-là, puis c'est le temps à ce moment-là de se poser des questions, de dire, OK, là, je vois où je suis dans le orange, je ne veux pas glisser vers le rouge, et c'est peut-être temps pour moi de consulter et d'aller chercher des outils supplémentaires. Même chose si vous êtes dans la section rouge, c'est le temps d'aller chercher rapidement des outils supplémentaires pour vous aider et revenir à un état de santé mentale considéré comme vert. Donc, si ça dure certaines semaines, si votre état jaune dure pour quelques semaines, c'est correct. Peut-être un mois et demi, 2 mois, ça pourrait être correct. Mais si ça va au-delà de ça, ben c'est un signe clair pour quelqu'un qui est un professionnel en santé mentale que vous avez besoin de consulter ou que vous avez besoin au moins d'aller chercher de l'aide supplémentaire. Alors, si ça dure trop longtemps, c'est pas normal. Si ça va pas bien, ça va mieux, puis ça recommence à aller pas bien, mais ça non plus, c'est pas une courbe normale d'adaptation. Vous l'avez vu, la courbe normale d'adaptation tantôt? Là, c'est cette courbe-là que vous devez suivre. Si c'est pas celle-là que vous suivez, ben c'est un signe clair que vous avez besoin aussi d'aide supplémentaire. Alors, quand on a besoin d'aide supplémentaire, quand on est dans une période difficile, dans le stade 2, en réaction, ou même quand on considère qu'on a dépassé ça, bien, on a besoin de stratégies d'adaptation. C'est quoi vos stratégies d'adaptation habituelles à vous?
celle que vous utilisez chez vous quand vous avez eu des moments difficiles. Vous pouvez vous remémorer des moments que c'était un peu plus difficile, puis vous demandez, c'était quoi que moi je faisais à ce moment-là pour m'aider dans mon fonctionnement, puis regagner un peu du poil de la bête. Ça serait une bonne idée aussi, encore là, de faire une liste de vos expériences passées, puis de ce que vous avez fait pour vous en sortir de vos situations difficiles. Pour faciliter la transition, les travailleurs sociaux, on est bon dans ça. On a tout le temps des conseils généraux à donner. Alors oui, c'est des conseils généraux que je vais vous donner ici. Ils sont applicables à chacun d'entre vous en partie. Prenez ce qu'il y a à prendre. Si ce n'est pas pertinent pour vous, ne le prenez pas. Mais c'est des choses à garder en tête. C'est des bonnes choses à garder en tête. Donc, essayez de demeurer ouvert d'esprit. Accepter une nouvelle culture, comme je vous disais, ce n'est pas nécessairement facile. Puis, il y a des gens qui vont avoir tendance, comme je vous disais, à être de plus en plus anxieux, après ça, irritables, puis régresser. Quand on régresse, ce qu'on a tendance à faire, c'est de dire, bon, ben, par exemple, je vois un citoyen de la nation haute qui fait telle affaire, ah ben, on le sait bien, ils sont tous pareils, ils font tous ça. Donc, on généralise, on prend des choses qui nous déplaisent au moment où on est dans le stade 2, puis là, on les grossit, puis on dit, ben, sont tous comme ça. C'est tout le temps comme ça ici. On fait des absolus. Puis, essayez de ne pas faire d'absolus. Essayez de garder l'esprit ouvert. Si vous avez des choses qui sont négatives, qui sont difficiles pour vous, vous dites, OK, cette chose-là est difficile pour moi. Pour le reste, j'essaie de rester ouvert à la nation haute. Apprendre la langue, c'est une excellente façon de briser la barrière avec, je sais pas moi, le boulanger, le facteur, le vendeur de fruits et légumes. Normalement, les gens vont apprécier là, que vous fassiez un petit effort dans la langue étrangère, puis ça va vous donner là, un certain sentiment d'accomplissement personnel, puis ça peut vous aider à vous sentir un petit peu plus intégré. Apprécier les petites choses. Au lieu de mettre l'emphase sur les différences majeures entre le pays d'origine et le pays hôte, ben, essayez de remarquer les petits détails qui font que votre destination, là, la nation haute, là, est un endroit vraiment unique et intéressant. Donc, encore là, de se ramener dans le petit au lieu de faire de la généralisation. Prendre soin de soi-même, dans tous les briefings en santé mentale, on dit ça, prenez soin de vous-même, prenez soin de vous-même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien, ça peut aussi vouloir dire de redécouvrir une routine, de recréer une routine, dans cette routine-là, d'augmenter le nombre de choses plaisantes pour vous. Que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau psychologique, essayez d'augmenter la quantité de choses qui vous font du bien, surtout quand vous êtes dans un stade 2. Vous serez peut-être plus productif plus tard, mais vous accomplirez peut-être plus de tâches plus tard, mais pour le moment, au moment où on a de la difficulté, on augmente la quantité de choses pour prendre soin de nous. Faites quelque chose qui va vous rappeler la maison. Des fois, ça peut être juste de regarder via Internet des choses, des téléromans, des séries qui vous faisaient du bien, de prendre des nouvelles de la maison, d'écouter la musique, ce genre de choses-là. Et essayer des nouvelles choses. Bon, un des vecteurs les plus importants de l'intégration en Europe, c'est de carrément faire des activités pour les enfants parascolaires et puis pour les adultes, d'essayer des nouvelles choses, d'essayer de nouveaux passe-temps, de goûter des nouvelles choses, de regarder les choses différemment. Ça peut être via des cours, ça peut être via des groupes d'intérêt. Donc, ça, c'est une des choses les plus importantes, d'essayer des nouvelles choses. Même si vous avez tendance à ne pas en essayer au Canada, faire un petit effort supplémentaire lorsque vous êtes en stade 2 pour essayer des nouvelles choses. Pour nos enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, désolé, cette diapositive-là, ça ne s'adresse pas à vous, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à s'intégrer en Europe ou à s'adapter en Europe et puis qui ont des enfants, donc ça peut être utile dans ce sens-là. Peut-être pas pour vous, mais pour d'autres. Chose qu'on oublie, qui est vraiment de sens commun, mais qu'on oublie que souvent, les enfants ont tendance à penser qu'ils sont les seuls dans une situation. Surtout les plus petits. Ils ont moins de capacité de réflexion critique, puis
les encourager en leur disant qu'ils ne sont pas les seuls à être des nouveaux à l'école, qu'il y en a beaucoup d'autres qui traversent cette transition-là présentement, euh, puis de les centrer sur des éléments positifs de la situation comme ben, tu vas te faire des nouveaux amis, il y a des nouvelles choses que tu vas apprendre. C'est des choses qui sont importantes à mentionner. Des fois, on oublie, c'est des choses importantes à remémorer à votre enfant. Pour les préparer à des nouvelles situations, dépendamment de leur âge, encore une fois, ça peut être bien de faire des jeux de rôle. Si l'enfant est anxieux, ou même s'il ne l'exprime pas, il pourrait être anxieux d'aller dans une nouvelle école, devant des nouveaux amis, rencontrer de nouveaux professeurs, autres langues. Ça peut être beaucoup de défis en même temps. Donc, des jeux de rôle. Donc, de prendre le rôle de l'enseignant, de prendre le rôle de l'ami, et puis de dire, OK, comment tu vas faire ça pour approcher ton nouvel ami, approcher l'enseignant, approcher différentes situations. Ça rend concret l'adaptation, puis ça peut beaucoup les aider à être plus confiants en eux. Ils vont peut-être avoir tendance à sentir qu'il n'y a personne qui comprend ce qu'ils ressentent. Donc, votre rôle d'adulte va être de faire en sorte qu'ils se sentent un peu plus compris puis entendus, puis de les encourager à venir à vous pour des problèmes actuels ou futurs. Puis rassurez-les qu'ils peuvent toujours venir vous voir pour des problèmes, puis que votre patience, votre compréhension va les aider à réduire le niveau d'anxiété. Donc, de dire, je te comprends ou je pense que je te comprends ou j'essaie de te comprendre ou ça m'intéresserait de comprendre mieux ce que tu vis. Les activités parascolaires, je l'ai dit rapidement auparavant, mais les activités parascolaires, s'il faisait des choses avant, par exemple, si c'était un enfant qui jouait au soccer, ben, ça serait excellent qu'il soit capable de sauter sur l'occasion pour rejoindre l'équipe de foot de l'école, s'il y a lieu. Bon, évidemment, il y a des sports qui sont moins évidents, mais bon, ça peut être des activités culturelles, en tout cas, d'essayer de trouver s'il n'y a pas une possibilité de continuité pour assurer une meilleure stabilité dans le changement à travers les activités parascolaires. S'il n'y a rien qui est semblable au Canada comme activité, ben OK, tant pis, mais de les inscrire quand même dans une activité parascolaire va être excellent pour leur intégration dans le nouvel endroit. Si les enfants ne veulent pas s'inscrire à des activités parascolaires, c'est normal, ils ont déjà beaucoup de stress, ils ont déjà beaucoup d'anxiété, c'est possible qu'ils disent non. Parfait pour une séance, pour une session. On regardera ça la session prochaine. Donc, vous pouvez faire ce genre de compromis-là avec eux, puis garder ça en tête. De demander des comptes rendus, des espèces de débriefing aux enfants, on oublie ça, on pense que, tu sais, on a l'exemple typique du parent, là, tu sais, qui va dire, bon, comment s'est passée la journée, puis l'enfant qui va répondre bien, ou qui va répondre, c'est dépendamment de son âge, là, si c'est un adolescent qui pourrait répondre, quelque chose comme ça. Ben, écoutez, c'est sûr que si on pose des questions générales, on va avoir des réponses générales. Ce qui est aidant là-dedans, c'est de demander aux enfants puis aux ados des choses particulières. Je sais que tu as eu un cours de maths. Le cours s'est passé de quelle façon? Comment est-ce que tes amis sont au même niveau que toi? Est-ce que le prof est clair? Est-ce que ça a été une bonne interaction avec le prof, etc. Là, vous posez des questions précises, ils vont vous donner des réponses habituellement beaucoup plus précises. Pour des enfants qui ont plus de difficultés à s'exprimer, ben, vous allez leur demander deux choses qu'ils n'ont pas aimées dans leur journée, mais vous allez aussi, après ça, leur demander deux choses qu'ils ont particulièrement aimées dans leur journée. Comme de cette façon-là, ça leur permet de ventiler sur ce qu'ils ont de la difficulté à assumer dans leur transition, mais en même temps, de ne pas se centrer seulement sur le négatif, de voir qu'il y a aussi des bonnes choses qui se passent présentement. Soyez aux aguets pour les changements importants dans leur attitude, tout comme je vous demande d'être vigilant pour vous-même dans les changements que vous pourriez vivre. Vous pouvez utiliser le continuum en santé mentale pour regarder s'il y a des changements significatifs dans votre comportement. Même chose, on fait la même chose avec les enfants. Si les enfants deviennent trop silencieux ou super énervés, ben c'est là que c'est le temps là, de regarder là, y a-t-il quelque chose de plus que j'ai pas compris que je devrais savoir par rapport à mon enfant? Est-ce que mon enfant vit des difficultés? Si de tout à coup l'enfant devient vraiment négatif face à l'école ou il veut complètement éviter l'école, ben
ça peut être un signe qu'il y a de l'intimidation. L'intimidation en Europe est gérée pas toujours de la même façon que c'est géré au Canada. Donc, c'est important de regarder ça avec vos enfants, comment ça se passe présentement. Donc, encouragez-les à en parler. Les enfants peuvent avoir honte. Si jamais ils vivent des choses très difficiles à l'école, ils vont se blâmer eux-mêmes pour si jamais ils sont intimidés, ils ont tendance à se blâmer eux-mêmes. Alors dites-leur que c'est pas de leur faute, que cette situation-là peut être résolue, puis félicitez-les d'en avoir parlé et d'avoir cherché de l'aide face à ce problème-là, si jamais si jamais c'est le cas. C'est sûr que c'est correct pour eux, comme pour vous, pendant quelques semaines, peut-être un mois, peut-être un mois et demi, 2 mois, d'avoir un peu plus de difficultés, mais il y a des signes clairs, des indicateurs clairs de dysfonctionnement. Si là, ils ont des problèmes de discipline, des baisses significatives des notes, des problèmes de santé physique ou autre chose très sérieuses comme ça, c'est des signes précurseurs de problèmes sérieux. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est plus juste une histoire d'adaptation, là, c'est une histoire de faut consulter. Fait qu'à ce moment-là, n'hésitez pas à aller vers des professionnels, puis on va partir de là, puis on regardera ensemble c'est quoi la démarche. Les ressources en Europe, différentes de celles au Canada, différentes et semblables aussi. Là. Dans chacune de vos villes, de vos villages, il y a des ressources locales. Je ne les connais pas toutes. Il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. Dans les gros centres, dans les endroits où il y a plus de Canadiens, je suis au courant des ressources locales. Je peux vous aider à vous orienter là-dedans. Je ne suis pas le seul à pouvoir le faire. Les padrés, les chaînes de commandement, ceux qui sont là depuis plus longtemps peuvent vous aider aussi là-dedans. Les services médicaux et de santé mentale des Forces armées canadiennes à Gelsenkirchen en Allemagne ou à Shape en Belgique, il y a des Canadiens qui sont là. On est capable de vous orienter. On est capable de faire au niveau de la santé mentale, on est capable de faire de faire des interventions au téléphone. On peut faire beaucoup de choses au téléphone, surtout pour vous déprendre d'une situation difficile au départ. On fait aussi des références à des fournisseurs de santé mentale dans vos endroits respectifs. On est déjà en lien avec beaucoup d'entre eux, donc ça pourrait ne pas être long pour que vous puissiez bénéficier d'un service de santé mentale par un professionnel dans votre coin, dans une langue que vous comprenez. Mais quand ça c'est pas possible, ben, comme je vous dis, on peut faire beaucoup de choses au téléphone, puis on en fait. La majorité de nos horaires au quotidien sont remplis de gens avec qui on est en contact téléphonique et avec qui on va faire de la psychothérapie. Dans certaines bases, vous savez déjà, il y a des hôpitaux américains, il y a des cliniques américaines, ils ont des services de santé mentale et sont la très, très, très grande majorité des situations, vous êtes admissible à ces services-là. Donc, n'hésitez pas à aussi aller voir les Américains pour de l'aide. Moi, je vous encourage à m'appeler parce que des fois, il y a des enjeux. De m'appeler moi ou je vais vous en parler après. J'ai d'autres collègues là, à qui vous pouvez parler. Des fois, il y a des enjeux qui sont plus typiquement reliés à l'affectation ou au contexte vécu d'un Canadien en Europe. À ce moment-là, votre équipe ici là, est capable de vous aider, là, vous donner des meilleures balises. Les services aux familles de militaires en Europe, il y en a dans beaucoup d'endroits en Europe, des centres de la famille. Il y a aussi depuis cet été 2018 une travailleuse sociale au centre de la famille. Donc, elle aussi, elle fait comme moi pour les familles, pour ce qu'on appelle des dépendants. Il y a des services qui sont disponibles via elle. Le programme d'aide aux membres est valide en Europe. Il y a certaines villes ou villages où il y a des fournisseurs de santé mentale identifiés par le programme d'aide aux membres des Forces canadiennes, qui est un service qui est gratuit, qui vous donne quelques séances pour vous aider à résoudre des difficultés de court terme. Il y a le site, vous avez le lien Internet ici. Vous pouvez aussi faire un appel à frais virés au numéro que vous avez à l'écran. Il y a 3 padrés en Europe. On vient d'augmenter de 1 qui vont être là comme premier répondant, qui vont être là pour une écoute empathique, qui sont là pour vous aider dans vos difficultés. Pour les militaires, c'est pas un problème. Vous savez c'est quoi un aumônier.
un padré. Pour les civils, c'est une ressource excellente qui est souvent un premier pas pour la recherche d'aide. Ils connaissent le terrain, ils connaissent les ressources, ils connaissent les détails des différents services valables pour vous. Souvent, c'est un excellent premier point de contact et des fois, c'est un premier point de contact qui est bien suffisant parce qu'ils ont une excellente capacité d'écoute et active et des fois, c'est tout ça dont on a besoin. Donc, il y en a un qui est situé au Royaume-Uni, à Londres, un autre qui est situé en Belgique, à Mons, Shape, et l'autre qui est situé en Italie, à Naples. Alors, ils se partagent le territoire. Si c'est pas, si vous n'avez pas de padré dans votre pays, c'est pas grave. Il y en a un de ces trois padrés-là qui est assigné à votre pays. Puis si vous voulez accéder à un padré, vous pouvez en faire la demande et vous allez savoir c'est qui votre padré à ce moment-là. Si vous avez des questions, je vous invite à m'appeler, moi, ma collègue capitaine Karen Roden, qui est infirmière en santé mentale. On travaille tous les deux ici à Niederheide, en Allemagne, et vous pouvez nous rejoindre au numéro de téléphone suivant, puis à l'adresse électronique qui est juste là, gkmedicalclinic@forces.gc.ca. On va se faire un plaisir de faire le topo avec vous et de voir comment on débute l'aide qu'on va vous apporter. J'ai pas malheureusement le point de contact pour la travailleuse sociale du centre de la famille, mais vous pouvez aller sur le site de CAF Connection via le web et vous allez trouver ses coordonnées. Mais je vais quand même oralement vous donner son numéro de téléphone pour les membres de la famille qui seraient intéressés. C'est le +49 2451 717 206. Alors voilà. Alors, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me contacter en tout temps. Contactez ma collègue ou ma collègue Karen ou ma collègue du centre de la famille, la travailleuse sociale Myriam Chebat. Merci beaucoup.